Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer ce récit, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer, et à laisser un petit commentaire à la fin pour me dire ce que vous en pensez. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires incroyables qui font vibrer le cœur du cinéma. Alors, écoutez bien. Vivre ensemble, c'est un défi éternel. Dans le monde des artistes, certains choisissent de parler, beaucoup, à travers des interviews fleuves, des mémoires remplies de confidences. Et puis, il y avait Lino Ventura. Lui, l'ancien lutteur devenu acteur presque par hasard, a toujours préféré le silence aux grandes proclamations. La discrétion à l'éclat. Pendant toute sa carrière, il a cultivé cette image d'homme simple et direct, presque méfiant de la lumière des projecteurs desquels sortait du cadre d'un tournage. On disait de lui qu'il ne souriait qu'à ses amis proches, que ses mots étaient rares, mais précieux. Et pourtant, derrière ce visage fermé se cachait une âme d'une rare délicatesse. Ventura, l'immigré italien devenu pilier du cinéma français, savait mieux que quiconque ce que voulait dire le mot respect. Respect pour un rôle bien joué, pour une promesse tenue, pour une carrière bâtie sans tricher. Dans les dernières années de sa vie, alors qu'il avait pris de la distance avec le monde du spectacle, Ventura s'est laissé aller à une confidence inattendue. Une ouverture de son cœur. Il a révélé les noms des artistes qu'il admirait profondément. Ce n'était pas de simples collègues croisés sur un plateau. Non. C'étaient des figures qui incarnaient, pour lui, l'essence même de l'art. Des voix, des visages, des âmes qui avaient nourri sa vision du métier et parfois même donné un sens à ses choix de vie. Ventura n'était pas homme à distribuer les compliments. Ses silences disaient souvent plus que ses éloges. Alors, quand il prononça ces 6 noms, il fallait écouter. Chacun d'eux était comme un phare dans la nuit. 6 artistes. 6 présences qui avaient accompagné sa route, de près ou de loin, et qui avaient contribué à forger le mythe de Lino Ventura. Un mythe qu'il n'avait jamais cherché à bâtir lui-même. Le premier nom, le plus évident pour Ventura, c'était Jean Gabin. À ses yeux, Jean Gabin n'était pas seulement un acteur. C'était un repère. Un sommet. Presque une évidence. Quand on lui demandait quel visage avait façonné sa vision du cinéma, le nom de Gabin surgissait toujours en premier. Comme un réflexe. Ventura disait de lui qu'il incarnait la vérité nue. Devant la caméra, pas d'artifice. Pas de fioriture. Seulement une présence qui remplissait l'écran et imposait le silence. Et il faut dire que leur parcours résonnait étrangement. Gabin, c'était l'ouvrier devenu star mondiale. L'homme du peuple qui n'a jamais renié ses origines. Ventura, c'était l'immigré italien, catcheur de profession, propulsé dans le cinéma. Presque par hasard. 2 trajectoires venues d'ailleurs, mais qui partageaient la même droiture, la même simplicité. Dans Jean Gabin, Ventura voyait un frère de destin. Un modèle de dignité. Ce qui l'impressionnait le plus, c'était cette capacité qu'avait Gabin de rester lui-même, quel que soit le rôle. Dans La Grande Illusion, Pépé le Moco ou le Clan des Siciliens, il imposait toujours sa marque. Celle d'un homme que l'on croyait connaître depuis toujours, que l'on aurait pu croiser au coin de la rue, mais qui appartenait en réalité au cinéma éternel. Ventura, qui rejetait les excès et les faux-semblants, se reconnaissait dans cette force tranquille. Être comparé à Gabin, même de loin, relevait presque du sacrilège. Et pourtant, Ventura n'a jamais cherché à l'imiter. Ce qu'il admirait chez lui, ce n'était pas un style à reproduire, mais une attitude à adopter, l'authenticité. Dans ses souvenirs, Ventura racontait que lorsque Gabin entrait dans une pièce remplie d'acteurs, tout s'arrêtait. Pas parce qu'il cherchait à attirer les regards, mais parce que son existence seule imposait le respect.
C'était, selon Ventura, la plus belle leçon que le cinéma pouvait offrir. Être grand, sans jamais hausser la voix. À travers son admiration pour Gabin, Ventura rendait aussi hommage à une certaine idée du cinéma français. Un cinéma solide, enraciné. Profondément humain. Gabin, pour lui, n'était pas seulement un artiste. Il était un compagnon de route invisible. Celui qui montrait le chemin, sans même le savoir. Et quand Ventura prononça son nom. Parmi les 6 artistes qu'il admirait le plus, on comprit qu'il ne parlait pas seulement de cinéma. Il parlait de fidélité à soi-même. De cette vérité brute qui ne s'achète pas. Le deuxième nom qui figurait dans le cœur de Ventura, c'était Simone Signoret. Parmi les rares actrices qu'il évoquait avec une admiration sincère, elle occupait une place toute particulière. Pour lui, Simone Signoret n'était pas seulement une grande comédienne. Elle était une femme de conviction. Une artiste capable de porter sur ses épaules les douleurs et les espérances d'une génération entière. Ventura, qui détestait les faux-semblants, voyait en elle une alliée naturelle. Une âme indocile, fidèle à ses idéaux, capable de transformer chaque rôle en un miroir de vérité. Ce qui le touchait profondément, c'était la manière dont Signoret choisissait ses personnages. Jamais par facilité. Jamais pour la beauté superficielle. Au contraire, elle privilégiait les rôles marqués par la complexité, parfois l'usure, la désillusion. Dans Les Diaboliques ou Room at the Top, elle montrait que le cinéma pouvait explorer les zones sombres de l'âme humaine. Et Ventura admirait cette audace. Pour lui, elle prouvait que le talent véritable ne se mesure pas à l'éclat d'un sourire, mais à la capacité de donner chair aux vérités inconfortables. Ils n'ont pas partagé beaucoup de tournages, mais Ventura suivait sa carrière avec un respect attentif. Il savait que Signoret, tout comme lui, n'était pas du genre à faire semblant. Elle avait connu les blessures de la vie, les tourments intimes, et elle en avait tiré une force nouvelle pour nourrir son art. Ce mélange de fragilité et de résistance, Ventura le considérait comme un trésor rare. Mais son admiration allait au-delà du cinéma. Simone Signoret était aussi une femme engagée. Elle n'hésitait pas à prendre position dans les grands débats de son époque. Ventura, discret par nature, n'aimait pas s'exposer dans les combats publics. Mais il respectait infiniment ceux qui avaient ce courage. Pour lui, Signoret représentait une intégrité qui dépassait les écrans. Une cohérence de vie qui ne pouvait qu'inspirer. Dans ses confidences, il disait qu'elle incarnait la dignité face aux tempêtes. Peut-être était-ce là la plus belle manière de résumer son admiration. L'homme taciturne voyait en elle une sœur d'armes, capable de rester debout quand tout vacillait. En inscrivant Simone Signoret dans sa liste, Ventura faisait plus qu'un simple hommage. Il dressait le portrait de ce qu'il considérait comme la grandeur véritable. Une grandeur faite de courage, de sincérité, et de fidélité à soi-même. Le troisième nom que Lino Ventura prononça, avec un respect presque solennel, fut Jean-Pierre Melville. Pour Ventura, Melville n'était pas simplement un réalisateur. C'était un maître d'orchestre silencieux, un artisan d'une précision presque chirurgicale. Ventura, qui fuyait les artifices et les excès, admirait cette rigueur. Chez Melville, tout semblait réglé au millimètre. Les silences, les regards, les gestes. Rien n'était laissé au hasard. Et pourtant, cette rigueur ne bridait jamais les acteurs. Au contraire, elle les libérait. Ventura racontait que tourner avec Melville, c'était comme marcher sur un fil. Exigeant, risqué, mais d'une intensité rare. Ce qui le fascinait surtout, c'était l'atmosphère unique que Melville savait créer. Des univers froids, nocturnes, peuplés de personnages solitaires. Chaque mot comptait. Chaque cigarette allumée semblait peser une tonne. Pour Ventura, lui-même homme de peu de paroles,
ce cinéma était une résonance intime. Sous la direction de Melville, il avait l'impression que son propre tempérament trouvait enfin un écrin. Un espace où son silence devenait langage. Son admiration allait même au-delà de la technique. Ventura voyait en Melville un pionnier. Un homme qui avait imposé sa vision dans un milieu dominé par les compromis. Melville tournait dans son propre studio. Il écrivait ses propres règles. Il construisait un monde à part. Et pour Ventura, qui détestait les concessions et les mondanités, cette indépendance avait quelque chose d'héroïque. Il admirait aussi l'audace de Melville. Ce mélange de cinéma français et d'influence américaine. Ce goût pour les figures de l'anti-héros. Ventura se reconnaissait dans ces personnages durs, marqués par la vie, mais profondément humains. Grâce à Melville, il découvrait que son physique, son silence, son regard, pouvaient devenir un langage universel. En plaçant Jean-Pierre Melville dans sa liste, Ventura ne se contentait pas d'honorer un réalisateur. Il rendait hommage à un frère de rigueur, à un artisan de l'ombre qui avait su transformer ses obsessions en chef-d'œuvre. Pour lui, Melville représentait la fidélité absolue à soi-même. Intransigeant, singulier, et pourtant d'une humanité bouleversante. Vint ensuite un nom qui surprit certains, Charles Aznavour. Pour Ventura, ce n'était pas seulement un chanteur. C'était un poète. Un conteur d'âme. Quelqu'un capable de transformer les blessures de l'existence en chansons qui touchaient droit au cœur. Ventura, qui parlait peu de ses émotions, trouvait chez Aznavour un écho inattendu. Dans ses textes, il entendait une sincérité désarmante. Une façon d'aborder l'amour, la solitude, le temps qui passe. Sans jamais tricher. Ce qui l'émerveillait, c'était cette capacité à rester vrai. Aznavour n'était pas qu'une voix. Il était une histoire en soi, celle d'un enfant d'immigré devenu l'un des plus grands chanteurs français. Ventura, fils d'Italie, savait ce que cela signifiait. Le sentiment de venir d'ailleurs. La nécessité de se battre 2 fois plus pour trouver sa place. Cette fraternité invisible les rapprochait. Il admirait aussi le travail acharné d'Aznavour. Car derrière la légende, il y avait un homme qui avait essuyé des refus, enduré des critiques, et qui, malgré tout, n'avait jamais renoncé. Ventura, qui avait lui-même bâti sa carrière à force de persévérance, voyait en lui un modèle de résilience. Mais ce qui le touchait le plus, c'était peut-être l'émotion brute des chansons. Il disait que certaines mélodies d'Aznavour semblaient écrites pour les moments de silence, pour les soirs de solitude, pour ces instants où l'on a besoin d'entendre que l'on n'est pas seul à souffrir ou à aimer. Pour Ventura, Charles Aznavour incarnait l'art à l'état pur. Celui qui ne cherche pas à briller mais à consoler. Celui qui touche sans jamais forcer. En inscrivant son nom sur la liste, Ventura rendait hommage à un artiste qui avait su parler à son cœur. Et, peut-être, mettre en mots ce qu'il ne disait jamais à voix haute. Puis, dans un sourire, Ventura cita Yves Montand. Lui aussi n'était pas qu'un acteur. C'était un homme de scène, un chanteur, un danseur, un interprète total. Ventura admirait cette polyvalence. Montand semblait pouvoir tout faire. Et toujours avec cette élégance décontractée qui le rendait irrésistible. Ce qui fascinait Ventura, c'était le charisme magnétique de Montand. Il avait cette façon d'entrer dans une pièce et d'en changer l'atmosphère. Un mélange rare de charme et d'intelligence. Ventura respectait aussi son courage artistique. Sa capacité à alterner entre le music-hall, le cinéma populaire et le cinéma d'auteur. Sans jamais perdre son identité. Mais derrière l'admiration professionnelle, il y avait aussi une complicité humaine. Ventura savait que Montand avait connu, lui aussi, des luttes intimes.
des blessures invisibles. Peut-être voyait-il en lui un frère d'expérience. Un homme qui portait ses fragilités avec panache. Et qui transformait ses douleurs en art. Pour Ventura, Montand représentait une forme d'audace. Vitale. Celle de vivre pleinement. De chanter, d'aimer, de jouer. Même quand la vie impose ses épreuves. Enfin, Ventura prononça un dernier nom, avec un sourire presque complice. Jean-Paul Belmondo. Belmondo, c'était l'énergie pure. Un concentré de vitalité, de joie de vivre, d'insouciance. Ventura, souvent grave et intérieur, admirait chez lui cette légèreté. Belmondo avait ce don rare de rendre tout naturel. Ses cascades, ses répliques, ses rires semblaient jaillir sans effort. Pour Ventura, c'était l'image même de la liberté. Il aimait ce qu'il représentait pour le public. Un héros proche des gens. Un acteur qui faisait rêver sans jamais écraser de son aura. Ventura disait que Belmondo avait redonné au cinéma français le goût du jeu, de l'aventure, de l'audace. Et pour un homme qui avait construit sa carrière sur la vérité et l'authenticité, c'était une qualité précieuse. Belmondo n'était pas seulement un collègue. Il était, d'une certaine manière, un symbole. Celui d'une génération d'acteurs qui n'avaient pas peur de se salir les mains. De prendre des risques. De donner leur corps et leur cœur pour raconter des histoires. En citant Belmondo, Ventura fermait le cercle. Sa liste formait un autoportrait en creux. 5 figures qui, chacune à leur manière, incarnaient la sincérité, la persévérance et l'exigence. Et c'est peut-être là le plus beau secret de Lino Ventura. À travers ceux qu'il admirait, il nous laissait entrevoir ce qu'il aimait le plus au monde. La vérité, le courage. Et l'art vécu comme un acte de foi. Et vous, parmi ces 5 noms, lequel admirez-vous le plus? Dites-le en commentaire et partagez cette vidéo avec ceux qui aiment le vrai cinéma. Et surtout, si vous voulez continuer à explorer les secrets de ces légendes, abonnez-vous dès maintenant.